Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Damien Carros, directeur du marketing stratégique du groupe Atlantique, où quand les métiers du confort thermique se posent des questions sur leur impact environnemental. Comment mieux partager la valeur au sein des entreprises? C'est le thème d'un rapport réalisé par le député de Meurthe-et-Moselle, Dominique Potier. Il en débattra avec Florian Masseux, qui est directeur RSE de Positive Workplace. Et puis, dans Smart Ideas, on sensibilise les jeunes à l'entrepreneuriat social et solidaire avec l'association Live for Good. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Damien Carros. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes donc le directeur du marketing stratégique du groupe Atlantique, entreprise familiale née en Vendée il y a un peu plus de 50 ans, devenue l'un des leaders européens du confort thermique, avec quoi, une quinzaine de marques, c'est ça? C'est ça, notamment la marque Atlantique, Thermor, Sauter en France et d'autres marques spécialistes à l'étranger. Alors quand on parle de confort thermique, déjà c'est quoi votre métier? Des solutions de chauffage, de climatisation? Exactement, le confort thermique déjà c'est un besoin essentiel. C'est ce qui a permis à l'entreprise d'avoir une croissance constante sur les 30 dernières années. Donc c'est d'abord le chauffage, mais également la qualité de l'air, très important la qualité de l'air en ce moment, le chauffage de l'eau chaude et en période de ce qu'on appelle le confort d'été, donc en période estivale, soit le rafraîchissement, soit la climatisation. Alors la qualité de l'air, ça c'est un défi majeur. Quelles solutions techniques vous apportez pour améliorer la qualité de l'air dans nos bureaux ou dans nos maisons? Tout à fait. Donc, on parle de qualité de l'air, effectivement, à la fois en résidentiel et en commercial. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est devenu en haut de l'affiche du fait du coronavirus. Et donc, nous allons lancer une solution qui s'attaque en fait à ce problème. C'est d'abord le renouvellement de l'air pour vous, pour votre bâtiment et également pour votre facture d'énergie. Ouais. Mais ça suppose quoi? Ça passe par la qualité du filtre. On a souvent entendu ça, notamment le secteur de l'aéronautique qui mettait en avant la qualité des filtres utilisés dans les avions pour dire que le risque était quasi nul quand on prenait l'avion. Alors, la première chose, c'est d'abord le volume d'air qu'on va pouvoir ressortir de votre bâtiment, de votre maison. En fait, on n'a pas toujours tendance à le savoir, mais vous êtes plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par l'air que vous rejetez, par ce qu'on appelle les COV, donc ce qui sort de vos murs, et puis par l'humidité qu'il y a dans votre maison. Donc la ventilation, c'est d'abord rejeter à l'extérieur et bien prendre à l'intérieur. Alors, il y a aussi la climatisation. La climatisation qui est souvent montrée du doigt par les défenseurs de l'environnement, fraîcheur agréable à l'intérieur, mais qui provoque des hausses de température à l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites pour atténuer cet impact? Il y a beaucoup de recherche et développement au groupe Atlantique. Est-ce que vous travaillez, j'imagine que oui, sur des pistes de sobriété pour les systèmes de climatisation? Tout à fait. Alors, on a un concept qu'on appelle le rafraîchissement. Et donc là, on a fait énormément de R&D et on apporte énormément de nouvelles solutions sur le marché, comme par exemple le Plafino, qui est un plafond qui vous rafraîchit. Donc là, on consomme moins d'énergie et on va pouvoir baisser la température de 3 à 4 degrés en période estivale. On a des tests. Ça fonctionne comment, ça? C'est simplement en fait une pompe à chaleur réversible. D'accord. Donc elle vous chauffe en été et elle vous refroidit, elle vous rafraîchit en hiver. Oui, mais est-ce qu'elle rejette de la chaleur à l'extérieur? Parce que c'est ça la question, en fait. Oui, on va en rejeter un petit peu, mais vraiment, en termes de consommation énergétique, c'est notre objectif. On est le plus bas possible. D'accord. Et après, l'extérieur, c'est grand. Le point numéro 1 dans la climatisation, c'est la consommation énergétique qui, avant, quand il n'y avait pas de climatisation, il n'y avait pas cette consommation en été. Donc nous, notre travail, c'est d'apporter des solutions qui vous permettent de rester frais, et c'est maintenant nécessaire, c'est même pris en compte dans les nouvelles réglementations, avec la plus faible consommation énergétique. Donc on est éco-efficient. Alors justement, comment vous évaluez l'impact environnemental de vos produits? Alors, en fait, l'impact environnemental, il est inclus dans la qualité de nos produits. On a ce qu'on appelle le COP, alors ça veut dire coefficient de performance pour tout ce qui est pompe à chaleur, climatisation. On regarde quelle énergie vous avez consommée par rapport à l'énergie que vous avez mis dans votre bâtiment. Et alors, ce qui est vraiment fantastique avec ces produits, c'est que vous mettez plus d'énergie dans vos bâtiments que ce que vous consommez en électricité. C'est de rapport de 1 tiers. En fait, l'énergie électrique ne représente que 1 tiers de l'énergie que vous avez apportée. Tout le reste est pris à l'environnement.
Alors, je n'ai pas exactement compris Voilà. Comment ça fonctionnait. Si on prend, je sais pas, si on prend l'exemple d'une pompe à chaleur, par exemple. C'est ça. Donc comment en fait, ça avec fonctionne une pompe à chaleur, vous allez prendre de l'électricité et avec cette électricité, vous allez capter de la chaleur dans votre environnement. Donc soit l'air à l'extérieur de votre bâtiment, soit alors la terre quand c'est une pompe à chaleur géothermique. Et ce qui est fantastique, c'est que vous avez besoin de peu d'électricité pour chauffer votre maison et en fait, vous allez diminuer votre facture énergétique par 2. Est-ce que vous affichez l'impact environnemental de vos produits? Parce que voilà, ça c'est une demande des consommateurs de plus en plus importante. Comment vous répondez à cette demande? Alors, on l'affiche, hein, il y a un label sur tous nos produits, qui est le label classique que vous connaissez, A, B, C. Alors, on a des produits A++, jusqu'à en fait C. Et après, on s'arrête. Voilà. Donc, quand vous achetez un produit d'une marque du groupe Atlantique, vous avez en détail le label énergétique. Et également, si vous allez sur notre site, vous avez des conseils pour l'utilisation et on vous explique en fait quels seront les bénéfices au niveau de la facture énergétique et du climat. Alors, quand on évalue l'impact environnemental d'un produit, la question de la fin de vie du produit, elle est importante aussi. Qu'est-ce que vous faites en termes de recyclage? C'est-à-dire que quand vous concevez une nouvelle machine, aujourd'hui, vous intégrez la notion de fin de vie et du recyclage? Tout à fait. Alors, le cycle de vie du produit est très important pour nous et nous y sommes, puisque en fait, non seulement nous avons des usines, nous avons beaucoup d'usines en France, mais nous avons également une équipe de service, plus de 1000 personnes sur tous les territoires, qui sera là pour suivre la vie du produit, faire les réparations, faire le service, la maintenance, ce qui fait qu'un produit Atlantique, il va durer, on va dire, de 10 ans minimum à, pour certains, on les mène à 20-30 ans. Ça, c'est vraiment notre objectif, de faire de la serviciabilité, de faire des produits qui sont réparables et que l'on peut mener sur le long terme. Ouais. Et après, le recyclage, parce que ça, c'est une autre, c'est la dernière brique en quelque sorte. Voilà. Alors, et je pense que c'est le prochain challenge pour notre industrie, d'arriver à boucler la boucle et donc pouvoir récupérer les produits. On y réfléchit, on réfléchit à des solutions avec nos partenaires, puisque nos produits sont installés par des installateurs, pour dire comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer et boucler cette boucle. Alors, le groupe Atlantique, je le disais, belle réussite en 50 ans. Vous êtes à 2 milliards 200 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui, 10 000 collaborateurs, dont 5 000 en France. 28 sites industriels, dont 13 sites en France. D'ailleurs, le tout dernier site vient d'ouvrir dans l'Ain, à Beauce. Alors, c'est une usine avec quelles caractéristiques? Qu'est-ce qu'on y fabrique? Qu'est-ce qu'on y construit? Alors, c'est une usine en fait qui s'occupe des chaudières collectives. Donc là, on parle du chauffage dans l'habitat collectif, un chauffage collectif. Donc ça montre en fait l'attachement du groupe à la France, à l'industrie en France, puisque c'est un site supplémentaire et dans le même temps, on continue à investir dans tous les autres sites qui fassent des radiateurs, de l'eau chaude sanitaire. Donc c'est de l'investissement. C'est de l'investissement. C'est combien d'emplois créés, par exemple, une usine comme celle-là dans l'Ain? Alors là, on parle d'une centaine d'emplois directs, plus tous les emplois indirects. C'est l'avantage de l'industrie, c'est tous les fournisseurs qui sont avec nous, tous les services qui sont avec nous, plus la R&D, parce qu'on ne peut pas concevoir d'avoir une usine sans avoir une R&D forte qui sera derrière. Évidemment. Comment vous projetez dans les mois qui viennent? Beaucoup d'économistes espèrent un fort rebond de croissance voilà, quand on sera enfin sorti de cette crise Covid. Vous êtes aussi dans cette anticipation-là? Écoutez, nous sommes très optimistes parce que déjà, en fait, nous attachons à remplir un besoin essentiel. Et même pendant la période de la crise Covid, on a eu un maintien du chiffre d'affaires. Alors, des difficultés plus dans le secteur commercial, mais dans le secteur résidentiel, la demande était là. Vous avez besoin de chauffage, vous avez besoin d'eau chaude sanitaire, vous avez besoin de rafraîchissement. Et effectivement, dans les derniers mois, on voit un très bon rebond de notre activité. Les gens investissent dans leur maison. Ils sont même, quelque part, ces 12 derniers mois, l'ont redécouverte, veulent l'améliorer leur confort. Et donc, nous sommes là avec eux pour travailler sur leur confort technique et leurs économies d'énergie. Merci Damien Carroz, à bientôt sur Bismart. Tout de suite, notre débat sur le partage de la valeur en entreprise. Comment mieux partager la valeur au sein d'une entreprise? C'est le thème d'un rapport réalisé par le député de Meurthe-et-Moselle, Dominique Potier, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour Dominique Potier, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à vous.
Très bien, bonjour. Ça m'a l'air de marcher. Bienvenue, vous allez débattre autour de ce thème avec Florian Masseux, bonjour. Bonjour. Directeur RSE de Positive Workplace. Dominique Potier, ce rapport, et puis il y a une proposition de loi aussi, on y viendra. Est-ce qu'il est en partie lié à la crise Covid, à ce débat qu'on a eu et qu'il faut continuer d'avoir sur les travailleurs en première ligne, souvent des femmes d'ailleurs, particulièrement mal payées et qui permettent tout simplement à notre économie de tourner? Non, c'est un débat que nous avions engagé avant, en 2017, notamment avec Boris Vallaud et le groupe socialiste. C'était une réflexion sur la reconception de l'entreprise, sur le partage de la valeur en général, sur les valeurs portées par l'entreprise et sa capacité à transformer le monde. Donc RSE, codétermination, raison d'être et inégalité salariale. Il est vrai que la crise du Covid a rendu visibles les travailleurs invisibles et a posé à nouveau le débat public autour des petits salaires, des travailleurs pauvres. Donc cette mission a repris une certaine actualité et est devenue plus populaire peut-être. Ça veut dire que la théorie du ruissellement, par exemple, vous n'y croyez pas? Mais absolument pas. Je crois que c'est une fiction absolue. C'est une immense arnaque intellectuelle. C'est une sorte aussi de grande... comment c'était dans l'encyclique Fratelli Tutti que vient de produire le pape François. Il parle d'une sorte de paresse intellectuelle. Donc ça ne marche pas, c'est faux. Je défends la thèse exactement contraire. C'est lorsque nous partageons la valeur, et notamment si nous la partageons à la source, au sein de l'entreprise, nous créons tous les facteurs d'une authentique prospérité. Florian Masseux, vous, cette théorie du ruissellement, vous la recevez comment? Est-ce que vous êtes aussi critique que Dominique Potier? Alors, nous, on s'appuie sur des chiffres. On a interrogé plus de 700 salariés en 2020. Ouais. Et sur la question de savoir si l'entreprise favorise effectivement le partage des bénéfices, la réponse est que seulement 30% des salariés aujourd'hui disent que l'entreprise partage les bénéfices de façon responsable. Ça veut dire aussi que 70% des salariés considèrent que les bénéfices ne sont pas partagés de façon raisonnable dans l'entreprise. Donc oui, on partage évidemment cette question-là. Peut-être un biais qui peut être apporté à cette réponse, c'est que la question de la transparence et de la pédagogie sur le sujet du partage des bénéfices n'existe pas ou très peu en France. Donc c'est peut-être là le biais qui existe. Alors effectivement, c'est un biais, mais c'est aussi un levier potentiel d'amélioration. La loi Pacte, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, prévoit de renforcer les obligations de transparence en matière de rémunération. Est-ce que vous diriez, je vous posais la même question à tous les deux, je commence avec vous, Florian Masseux, que c'est quand même un bon moyen de réduire ces écarts On est d'accord. dans le partage de la valeur? On partage totalement cette question-là. Nous, dans les entreprises qu'on accompagne, on leur demande de calculer leur ratio d'équité. Oui. Ce n'est pas encore une obligation pour toutes les entreprises, mais en tout cas, on leur demande de le calculer pour faire de la pédagogie et leur montrer qu'effectivement, entre les salaires les plus bas dans l'entreprise et la rémunération la plus haute, il peut y avoir des écarts qui sont importants ou moins important, mais en tout cas d'avoir cette photographie permet de prendre des décisions au niveau de la gouvernance de l'entreprise. Dominique Potier, cette transparence, il y a encore beaucoup de travail pour la faire grandir au sein des entreprises? Nous allons bientôt l'évaluer à l'Assemblée nationale. C'était un premier pas dans la loi Pacte que nous avons obtenu. Il est largement insuffisant. Il semble que sur le terrain, elle soit mal mise en œuvre, mais surtout l'analyse que nous avons fait avec ma collègue Graziella Melchior dans ce rapport de mission parlementaire sur le partage de la valeur a révélé que le quartile ne révélait pas les grands écarts. Vous savez que si on prend les 20% des salariés les plus pauvres et les 20% les plus aisés dans notre pays, nous avons un écart qui est de 1 à 8 et qui est réduit par l'État-providence, tous les systèmes d'impôts et de redistribution, de 1 à 4. Cela pourrait paraître tout à fait raisonnable. De fait, cela cache, si on rentre dans une analyse plus fine, des catégories d'hyper privilégiés aujourd'hui par le système actuel. 0,32% des Français, par exemple, gagnent plus que 12 fois le SMIC. Et ces 0,32% des Français représentent une somme au-delà de 12 fois le SMIC de 9 milliards, qui, si elle était redistribuée à tous ceux qui sont en dessous du revenu médian, représenterait une augmentation de salaire de 8 à 10%, on est autour d'une centaine d'euros de redistribution. Si on prend les 20% des salariés les moins bien payés et qui bénéficieraient d'une redistribution des 0,32% les plus privilégiés, on serait sur des sommes de 233 euros par salarié pour 4 millions de salariés. Donc l'effet redistributif d'une échelle des salaires plus décente
est tout à fait énorme. Et pour l'apercevoir, il faut une analyse au centile, et puis il faut déterminer le top 10 des plus hauts salaires de l'entreprise. C'est ce que nous proposons dans notre rapport de mission. Donc ça veut dire qu'il faut une sorte d'indice du partage de la valeur. Ça pourrait même être, placé au bilan RSE d'une entreprise d'une certaine façon. Exactement. Vous savez que dans la loi climat, on va augmenter la capacité à avoir des critères pour 10% du PIB qui sont les commandes d'achat et de concessions publiques. On s'apprête à mettre un critère environnemental. C'est un progrès. Je propose que nous remettions un critère social, comme pour l'ensemble des achats d'ailleurs, afin que la commande publique, mais également les citoyens, en leur âme et conscience, peuvent choisir, chaque fois qu'ils mettent 1 euro, 100 euros sur le marché, de favoriser la rémunération du capital, de favoriser des écarts de salaire indécents comme ceux que j'ai décrits, avec la grande déformation depuis une trentaine d'années, ou au contraire de partager une société plus créative, plus fraternelle, plus cohérente, bref, de redistribuer justement la valeur en fonction de l'effort de chacun. Une des grandes thèses de notre rapport, c'est que personne ne peut gagner en 1 an plus qu'un autre en 1 mois, et que les plus hauts salaires, les plus hautes fortunes sont dépendantes de ces travailleurs invisibles les plus mal payés aujourd'hui, et que ne pas reconnaître ça, c'est ne pas reconnaître également les limites planétaires et le besoin absolu d'un partage comme source des prospérités. On a beaucoup favorisé à gauche et parfois à droite l'État-providence comme redistributeur. C'est ce que j'appelle la face nord du partage. J'aimerais qu'on explore la face sud, qui est celle du partage juste de la valeur à la source de l'entreprise. Florian Masseub, est-ce qu'il faut encadrer notamment les avantages qui sont donnés aux cadres dirigeants, les actions gratuites, les retraites chapeaux, les primes, etc. Ça, c'est une question éminemment politique, et le député Potier y répond de façon extrêmement détaillée. Au-delà, je crois que du partage de la valeur, et pour réduire ces inégalités sociales qui existent dans l'entreprise, il n'y a pas que la rémunération, ou en tout cas, il n'y a pas que la redistribution des dividendes. Il y a évidemment la question très opérationnelle de la parentalité. Quand on parle d'égalité sociale, effectivement, quand on est une femme, parce que malheureusement nos chiffres démontrent quand même que les femmes sont plus impactées par le sujet, la question de la diversité, la question de la formation. Si vous n'êtes pas formé, que vous ne pouvez pas monter dans l'échelle de l'entreprise, ou vous ne pouvez pas vous déplacer horizontalement vers d'autres métiers, c'est aussi compliqué. Donc effectivement, la redistribution est importante, les écarts de salaire sont importants, mais il faut aussi voir de manière globale et cohérente l'ensemble des dispositifs qui permettent à un salarié de mieux vivre ce que nous on appelle le bien-être financier dans la globalité de sa carrière, et pas seulement effectivement le ruissellement, qui est une phase importante, je l'entends, et ça fait partie des grandes les évaluations qu'on mène sur les entreprises, mais il faut aussi permettre aux salariés de pouvoir se développer et de vivre leur vie professionnelle de façon sereine. Dominique Potier, cette loi vous l'avez évoqué déjà, l'idée du facteur 12, c'est-à-dire que personne ne puisse gagner en 1 mois ce que un salarié de la même entreprise gagne en 1 année complète. Pour corriger ça, ça passe par un mécanisme fiscal, c'est ça? C'est ce que vous disiez? Alors, ce qui est proposé dans la loi que j'ai déposée en pleine pandémie, au mois de mars, et qui a fait l'objet d'une étude en commission des affaires sociales pour l'instant, qui n'a pas été dans l'hémicycle à ce jour, c'était que, au-delà de 12 fois le salaire moyen du premier décile, donc ça peut être plus que le SMIC, bien sûr, d'une entreprise, les sommes ne soient plus déductibles de l'impôt sur les sociétés. C'est un syndicaliste dans la fabrique de cette loi qui avait fait cette suggestion. Elle est parfaitement compatible avec notre Constitution, avec le droit fiscal. Donc c'est un mécanisme très simple. Au-delà de 12 fois, c'est un privilège et il n'est plus déductible de l'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas une charge, c'est un privilège. Ouais, donc c'est un mécanisme extrêmement simple. Il y a un mécanisme donc fiscal de sanction des salaires indécents. Et il y a par ailleurs une RSE qui intégrerait cet indice du partage de la valeur et qui serait une sanction par le marché, c'est-à-dire par les citoyens. Et c'est une sanction démocratique. Nous pouvons choisir de fabriquer une société durable, plus fraternelle, encore une fois, ou au contraire d'une société prédatrice et qui capte la valeur pour une petite minorité. Juste 1 seconde, il reste moins d'1 minute pour terminer. Évidemment, la critique principale, c'est est-ce qu'on ne risque pas de voir les talents aller ailleurs, finalement, dans d'autres pays où ils seront pas taxés et ils pourront gagner plus de 12 fois le premier salaire? Alors, moi, je sais que 4 jeunes sur 10 aujourd'hui mettent une condition éthique à leur engagement, et je fais le pari exactement contraire. Je fais le pari que ce choix d'une société moins inégalitaire, plus juste, plus créative, est quelque chose qui va attirer la génération qui vient, la génération climat, la génération éthique, et que l'économie sociale nous montre aujourd'hui, par ses performances sociales, économiques et environnementales, qu'elle est crédible,
qu'elle peut être un modèle pour notre société. Je voudrais défendre ici l'idée de Impact France avec son score Impact qui intègre le partage de la valeur. Je crois que c'est l'économie du futur. Il y a une vieille économie qui est prédatrice des valeurs sociales, économiques et environnementales. Puis il y a une société, une nouvelle économie. Et c'est cette nouvelle économie qui doit être accompagnée par la loi afin de donner aux citoyens le pouvoir de s'inscrire dans un destin durable et fraternel, non seulement au sein de leur entreprise, mais avec les sous-traitants et jusqu'au bout du monde. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Et ben justement, on va parler d'entrepreneuriat social et solidaire tout de suite dans Smart Ideas. Merci. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec le directeur général délégué de Live for Good, Christophe Conceição. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. C'est une association qui forme, qui accompagne les jeunes créateurs d'entreprises. Avec quel objectif ? Avec pour objectif de leur permettre de créer leur entreprise à impact. Donc on les accompagne sur un programme de 9 mois avec de la formation, du coaching, du réseau pour leur permettre de développer leur entreprise. Et alors, vous sensibilisez, il y a ce côté formation, puis il y a un côté pédagogie aussi, une sensibilisation à l'économie sociale et solidaire. Exactement, on intervient sur l'ensemble du territoire à travers des actions de sensibilisation, mais également un dispositif de mentorat. Donc pendant 6 mois, des jeunes de 16 à 25 ans vont pouvoir découvrir cet univers et construire un projet professionnel en accord avec leurs valeurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez dans des lycées, en l'occurrence, 16 à 25 ans, ça peut Des lycées, mais on travaille beaucoup avec des acteurs du territoire, des écoles de la deuxième chance, des missions locales, pour aussi aller toucher des jeunes qu'on a moins l'habitude de voir dans cet univers. On ne le sait pas forcément, mais c'est un secteur, l'économie sociale et solidaire, qui crée de l'emploi, il faut le dire. Qui crée énormément d'emplois. Vous savez, d'ici 2030, on estime que 1,5 million d'emplois supplémentaires vont être créés dans les métiers de la transition écologique. Donc c'est un vivier d'opportunités professionnelles qui est fantastique pour la jeunesse. Et quand vous leur présentez ce vivier, comment ils réagissent ? Alors ils réagissent, il y a ceux qui connaissent déjà et donc ils sont déjà convaincus, il y a ceux qu'il faut convaincre, qu'il faut démontrer qu'ils ont également leur place, mais ils sont toujours très réceptifs et sont en accord avec leurs aspirations et leur désir d'agir. À la rentrée, vous lancez 2 nouvelles promotions de jeunes entrepreneurs sociaux. Alors, ça dure, vous avez dit combien de temps ? 9 mois. 9 mois. Et alors, on leur apprend quoi ? Ça se passe comment, une formation ? Alors, on leur apprend plusieurs choses. On leur apprend bien entendu les savoir-faire techniques de la création d'entreprise, indispensables, mais on met aussi beaucoup l'emphase sur les savoir-être, sur la posture, sur le leadership qu'il faut incarner quand on est dirigeant d'entreprise. Donc, il y a une véritable emphase qui est faite sur des modules pédagogiques tels que l'empathie, la résilience, la connaissance de soi. Comment ils sont c'est une association, donc pour cette formation, elle est gratuite pour ceux qui participent, elle est payante, comment ça marche ? Entièrement gratuite, elle est financée grâce au soutien de plus d'une vingtaine de partenaires entreprises qui nous soutiennent, mais aussi des donateurs privés. Et alors, il y a eu l'entreprise, l'association existe depuis 2015, c'est ça ? Exactement. Donc, vous avez un peu de recul. Combien de jeunes créateurs d'entreprises ont été formés ? Et puis peut-être quelques parcours à raconter, quoi. Alors, on en a accompagné plus de 200, jeunes entrepreneurs. Alors, pour vous donner quelques exemples très concrets, d'ailleurs, l'une d'entre elles était sur ce plateau il y a quelques jours, Fabrique, Clarisse Merlet, bien sûr. La fondatrice d'une brique éco-construite, donc à partir de textiles recyclés. À partir de vêtements, de textiles Exactement, mais c'est aussi des startups comme celle de Sébastien à Grenoble, qui propose des itinéraires 100% accessibles pour des personnes à mobilité réduite, donc un Google Maps de la mobilité si vous voulez, et des startups comme celle de Maxime par exemple à Lille, qui propose un accompagnement pour les agriculteurs qui veulent passer au bio. Comment vous choisissez ? Parce que c'est des promos de quoi, 60 personnes ? Exact. Ça ? Comment vous... Parce que j'imagine qu'il y a pas mal de demandes. Alors on reçoit effectivement plusieurs centaines de dossiers chaque année. Alors on les sélectionne non pas sur un parcours académique étincelant, on les recrute sur leur motivation, sur leur volonté d'agir, d'avoir un véritable impact. Et évidemment, on va s'intéresser à leur projet et le potentiel d'impact du projet. Live for Good vient également de signer un partenariat avec Kiabi. J'ai vu ça, de quoi s'agit-il ? Alors parmi la vingtaine de partenaires entreprises dont je vous parlais, effectivement, il y a Kiabi avec lesquels on vient de signer un partenariat. Et ils nous rejoignent à la fois pour, je dirais, participer à cet élan de la jeunesse, mais aussi pour mobiliser leurs collaborateurs. Et pour pouvoir aussi avoir cette, je dirais, observatoire de l'innovation positive. Donc Kiabi va pouvoir découvrir des startups dans la mode durable, par exemple. Oui. Alors on peut citer d'autres entreprises partenaires, puisque voilà, c'est une démarche qui est quand même intéressante et Exactement. positive. BNP Paribas est partenaire depuis les débuts, les laboratoires Roche et des PME aussi, comme la Fondation Implid. Et ben voilà, merci beaucoup Christophe Conceição. Merci à vous. Bon vent à Live for Good et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment 9h midi, 20h30. Ça, c'est pour ceux qui regardent Bismart sur les box. Sinon, sur bismart.fr, sur YouTube, Dailymotion, bref, on est partout. Salut à toutes et à tous.